Ça marche? Ah oui, ça marche. Bon, on va attendre Frédéric ou on reste tout ensemble? Bonjour Frédéric, salut. J'étais dans la salle. Ah bah oui. Merci. Ça va Daniel depuis hier? Ça va très bien, oui. Bon ben voilà, la salle était pleine, les gens rient, ils ont applaudi à la fin, donc ça fonctionne toujours pareil en fait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu peut-être la situation des trois principaux protagonistes au moment où ils vont entreprendre le Cornio et comment ces trois-là se rencontrent? C'est-à-dire ton père, Gérard Houry, mais aussi Bourvil, qui, je le répète, à l'époque est une bien plus grande vedette que Louis de Funès. Et que mon père. Voilà, oui, qui est peut-être la première grande vedette française. Et puis Louis de Funès. Comment ces trois-là se retrouvent à faire ce film ensemble? Alors déjà, au départ, ce sont trois comédiens, puisque mon père était comédien. Et mon père a connu Louis de Funès et Bourvil dans différents travails sur certains films comme comédien. Notamment, parlant de Bourvil, un film qui s'appelle Le Passe-Muraille, d'après Marcel Aimé, où, comme d'habitude, il joue un personnage très antipathique et qui se retrouvait avec, en face de cet homme qui traversait les murs, puisque c'était le thème de cette merveilleuse nouvelle de Marcel Aimé. Et une scène mémorable et qui a beaucoup scellé leur amitié, où Bourvil lui balançait une série de gifles monumentales. C'est qu'il était rentré ce soir-là, je me souviens, j'étais une petite fille à l'époque, en se tenant un peu les joues quand même, parce que même si on fait un peu semblant, voilà, c'est comme ça qu'ils s'étaient rencontrés, et puis ils étaient restés proches, ils avaient le même agent à l'époque, monsieur et madame Trive. Et puis, pendant ce temps-là, il faisait du théâtre et il a rencontré Louis de Funès. Donc tout ça se passe fin des années 40, années 50, etc. Donc ce sont des gens qui se connaissent bien et puis qui, en effet, en ce qui concerne Louis de Funès et mon père, qui ont du mal. Alors que Bourvil est une grande vedette, non seulement d'ailleurs au cinéma, mais surtout au music hall. Il chantait dans des opérettes, on appelait ça comme ça, c'est en fait des comédies musicales. Et puis au cinéma, et au moment où mon père a eu l'idée de ce film, qui était donc son 5e film, il est allé trouver en fait ses deux vieux copains. Alors l'idée du film, elle vient d'un fait divers, d'un journaliste de la télévision qui s'appelait Jacques Angélevin et il y a une affaire qui a été relayée dans tous les journaux parce que c'était une histoire qui pouvait être une erreur judiciaire ou pas, mais en tous les cas cet homme avait été arrêté à son arrivée à New York avec une énorme Cadillac qui l'emmenait aux États-Unis, ce qui a quand même paru bizarre aux douaniers, parce que généralement le Cadillac voyageait plutôt dans l'autre sens. Et on a trouvé que dans cette Cadillac des tonnes de drogue qui, d'après ce fameux Jacques Angélevin, avait été mis là à son insu. Et cette histoire-là, l'avait beaucoup frappé, l'avait beaucoup amusé. Il s'était dit qu'il y avait l'idée d'une comédie avec cette histoire-là, et ils se sont donc mis au travail avec Marcel Julien. Alors je parle de ce film de manière un tout petit peu moins précise que hier. Parce que tu étais moins dans le coup. Voilà, parce que c'était un moment où j'ai fait quelques séances de travail avec eux, mais complètement en dehors, en participant un petit peu, comme je pouvais l'avoir fait littéralement quand j'étais enfant et que je rentrais à la maison et qu'il y avait des groupes de scénaristes qui travaillaient ensemble. Je m'étais dans un petit coin, puis de temps en temps je levais le doigt en disant et si, puisque c'est la grande phrase des scénaristes. Mais je n'ai pas donc signé ce film, et ce film a été écrit par mon père et par Marcel Julien, et puis ensuite par les frères Tabé qui en ont fait les dialogues. Mais c'est très amusant, d'ailleurs, je regardais de nouveau un morceau du film, on retrouve beaucoup des petits personnages secondaires du film dans La Grande Vadrouille, qui est donc le film d'après, donc, qui est mon entrée dans cette nouvelle vie de scénariste, et cette première vie de scénariste, et donc je voyais donc le gendarme à Carcassonne qu'on retrouve dans La Grande Vadrouille. C'est celui qui fait Big Moustache?
Oui, non, c'est pas celui qui fait Fumusage, c'est celui qui fait le gardien du zoo. Le zoo. Ah, d'accord. Henri Jeunesse. Ça a été corrigé dans la salle. Voilà. Oui, Il y a Grosso modo aussi. Il y a Grosso modo aussi, et puis il y a Valentino Valentini, tandis qu'on retrouve dans La Grande Vadrouille Valentino, non je crois pas, mais enfin on le retrouvera plus tard, parce qu'il est dans La Fête des Grandeurs. Donc voilà, toute cette espèce de famille d'acteurs qu'on retrouve à travers ces films. Et puis alors il y a un gag, enfin un truc, ça m'a fait rire, parce qu'en fait je m'en étais jamais rendu compte, puisque tu fais la comparaison avec le film d'après, donc La Grande Vadrouille. Dans La Grande Vadrouille, il y a une chanson pour se reconnaître. Voilà, et là aussi. Voilà, et là aussi. Ouais. C'est-à-dire que là, ils ont repris l'idée, mais évidemment pas avec la même chanson. C'est-à-dire que là, c'est Plaisir d'amour, voilà. Tandis que dans La Grande Vadrouille, c'est Tifortou. Voilà, alors là, d'ailleurs, Tifortou, c'est un petit peu mon grain de sel, parce qu'à l'époque, je vis déjà, je vis plusieurs années aux États-Unis, et donc Tifortou, c'est une comédie musicale américaine, Nono Nanette, et donc cette chanson, c'est une chanson américaine, et donc c'est le thème choisi par les Anglais. Là, ce qui est très joli, je trouve, c'est évidemment l'idée de la vieille dame qui passe et qui enchaîne avec les paroles qu'elle connaît. Et c'est ce genre de détail que je trouve très très joli au milieu d'un film qui est avec ce rythme effréné de la comédie policière, en fait, parce que c'est une comédie policière, en fait, le film. C'est un road movie et une comédie policière. Et ce qui est drôle, enfin, je voudrais savoir comment s'est montée l'affaire. Parce que on a mis l'affiche d'ailleurs là au standard de la Cinémathèque, donc je la vois tous les jours. Donc ils sont à égalité sur l'affiche. On les voit tous les deux rire à la fin, là, le gros plan. Il ne l'était pas au départ. Alors raconte ça. Il ne l'était pas au départ parce que, comme je viens de le dire, Bourvil est la grande star de l'époque. Louis de Funès, à ce moment-là, a fait d'innombrables rôles, a joué dans d'innombrables films, fait partie de la troupe des Branquignoles, de Robert Derry, a eu ce passage qui est resté quand même très 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 célèbre dans La Traversée de Paris, où il y a évidemment la fameuse scène de Monsieur Janvier. Où il fait l'épicier du marché noir, voilà. avec déjà Bourvil, mais qui lui est la vedette avec Gabin. Avec Gabin, mais c'est vraiment le rôle secondaire par définition, c'est-à-dire une scène dans un film, et une scène très marquante où il est génial, comme d'habitude. Mais il arrive dans cette aventure pas du tout à égalité avec Bourvil, et il se trouve qu'en effet, mais je me répète pour certains qui étaient là déjà hier, et j'aime pas trop répéter la même chose, mais il se trouve un tournant de sa vie professionnelle énorme, ainsi d'ailleurs que mon père, puisque ce sont deux hommes, contrairement à Bourvil qui a eu une grande réussite très tôt dans sa vie professionnelle, et qui sont des hommes qui ont entre 45 et 50 ans et qui ont bien ramé dans leur vie avant. Donc ils sont plutôt tous les deux sur le même, à peu près au même niveau, au niveau de la réussite, ou plutôt de la semi-réussite. C'est-à-dire que c'est des gens qui réussissent à gagner leur vie, ce qui est déjà énorme dans ce métier de comédien, mais enfin, c'est pas encore le top. Et là, cette année-là, Bourvil tourne Le Cornio, je crois juste avant le gendarme le premier gendarme. Le premier gendarme, qui n'est donc pas encore sorti, et puis Fantomas. Et donc là, cette année-là va être l'année glorieuse pour Louis de Funès, où qui a 3 films en tête du box-office. En tête du box-office, qui vont tous avoir un succès énorme. Et pour mon père, c'est son premier énorme succès, puisque les films qu'il a fait avant, qu'on peut voir bien sûr dans la rétrospective ici à la Cinémathèque, sont des films dramatiques qui ont, selon, pas marché du tout, et selon certains, et puis d'autres qui ont marché pas mal. Enfin, pas des triomphes comme ça. Et ça, c'est un raz-de-marée, ce film, qui va beaucoup étonner, je pense, à la fois le public d'une manière un peu inconsciente, mais qui va venir en masse, et aussi les milieux du cinéma et même un peu la critique, parce que c'est en effet un film comique très ambitieux, avec en effet des images magnifiques, un esthétisme, une recherche dans la musique de Delru, qui est le fameux compositeur qui travaille avec tous les grands de la Nouvelle Vague, Truffaut, etc. Henri Decaux à la photo, qui est un des plus grands chefs opérateurs de l'époque. Et qui est le chef opérateur des 400 coups, oui, par exemple. Et
Enfin, il y a de l'ambition un peu partout, et puis cette aventure pour lui, donc, qui dès le départ est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire en effet de mélanger un film comique et un film cher à fabriquer, ce qui ne se faisait pas du tout, parce que les films comiques, c'était bon, ben, on va faire rire et ça suffit comme ça, c'est pas la peine d'aller se donner trop de mal et donc surtout de dépenser trop d'argent. Et il veut absolument faire ce film qui est en Italie en couleur. Il va voir son grand ami producteur de ses 2 derniers films, qui est Alain Poiré à la Gaumont, et il lui explique son projet et il lui dit qu'il veut tourner donc en Italie et en couleur, et son producteur lui dit ben oui, mais moi en Italie c'est trop cher, en couleur c'est trop cher, on va tourner en noir et blanc et en Espagne. Donc il sort de là très déprimé parce qu'il ne veut pas céder, et c'est un moment clé de sa vie, je pense, parce qu'il aurait pu dire oui, il aurait pu dire après tout je veux faire mon film, personne d'autre ne va partir avec moi dans cette aventure. Je n'ai jamais fait encore un film qui a été un grand succès, parce que c'est aussi ça qui se passe évidemment dans nos vies. Il faut que ça marche pour que ça continue à se faire. Et donc, il traverse la rue, et là, il tombe sur un autre producteur qui s'appelle Robert Dorfman, qui est un producteur très célèbre, qui a produit Jeux interdits de René Clément, beaucoup de films très importants, avec lesquels il a travaillé en tant que comédien. Et comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai ce projet, mais je sors de la Gaumont et ils ne veulent pas le faire comme je veux, et voilà comment je veux le faire. Et Dorfman lui dit ben banco. Et quand je dis banco, c'est vraiment un mot de Dorfman, parce que Dorfman est un grand joueur. Et il adore jouer au baccarat, il adore jouer au chemin de fer, il adore jouer à la roulette. Et là, c'est vraiment un coup de numéro de roulette, parce qu'ils se lancent ensemble dans cette aventure, qui va d'ailleurs être une aventure extrêmement difficile, parce qu'il va y avoir des dépassements, il va y avoir des inondations dans la plaine du Pô, où il tourne une partie du film, en Italie, dû au fait que Bourvil ne veut pas sacrifier les vacances scolaires de ses enfants et qu'il refuse de tourner l'été, donc ça va se tourner en septembre, au moment où tout à coup il commence à pleuvoir. Donc le film n'est pas du tout financé, parce qu'à l'époque les films n'étaient pas financés, c'est le producteur qui prenait tous les risques. Robert Dorfman allait chercher toucher des chèques au casino le vendredi soir pour payer l'équipe le samedi, parce que le casino n'allait présenter les chèques que le lundi, et qu'entre-temps il espérait pouvoir couvrir. Enfin, c'était une aventure folle. Et donc voilà, le film est sorti et commencé jusqu'à aujourd'hui. Immense succès. Combien il a fait de millions d'entrées? Je ne me souviens plus, 7-8 millions. 7 ou 8 millions. Ouais, ce qui quand même était beaucoup. 7-8 millions, ce qui nous a mis la barre très haute quand on a commencé à travailler sur La Grande Vadrouille. On disait, oh là là, jamais on va arriver à faire autant que Cornio, le pionnier. Et alors, la société de production de Robert Dorfman s'appelle Les Films Corona. Les Films Corona, et je sais C'était pas encore le nom d'un virus. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui prennent l'écran en photo et puis ça se retrouve sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que ça fait un peu... On peut rire de tout, même de ça, donc voilà, ça fait un peu rire. Est-ce que vous avez des questions à Daniel Thompson? On n'a pas le droit de vous faire passer un micro, mais on va essayer de vous entendre, donc voilà, levez la main, allez-y monsieur. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, la musique est très importante pour les films de votre père. Comment s'effectuait le choix d'un compositeur pour chacun de ces films? Parce qu'ils sont pratiquement tous différents, ces compositeurs, pour ces films. Alors, il a travaillé avec plusieurs compositeurs. Pardon, on va peut-être reprendre la question. Absolument, et le choix des compositeurs. Le choix des compositeurs. Alors bon, c'est un choix de goût, c'est-à-dire que je pense qu'il aimait la musique de Georges Delruc, qui est une musique qui d'ailleurs aussi a écrit la fameuse musique du Mépris, qu'on a tous un peu dans l'oreille, et qui était, je pense, juste avant. Le Mépris, c'est quelle année? 63? C'est là. Quelque chose comme ça, hein. Et donc voilà, donc il est allé trouver Georges Delruc qui a dit d'accord. Et puis je me souviens que pour les
l'aventure de Rabbi Jacob, donc beaucoup plus tard, parce qu'entre-temps, il y avait eu Paul Naref pour La Folie des Grandeurs. La musique du cerveau, je crois que c'est encore Delru. Rabbi Jacob, c'est Cosma. Rabbi Jacob, oui. Alors, Rabbi Jacob, il voulait beaucoup un compositeur d'Europe centrale qui pouvait donner ce ton de musique un peu klezmer, voilà, et je sais que c'est son grand ami François Reichenbach qui a eu l'honneur d'être montré dans cette maison il n'y a pas si longtemps, qui lui a parlé de Vladimir Cosma, qui travaillait à l'époque avec Michel Legrand. Et Michel Legrand lui avait dit c'est un arrangeur formidable, parce que je crois que Vladimir commençait sa vie de jeune compositeur à l'époque, et donc il a rencontré Vladimir, qui lui a joué cette fameuse musique, et il a repris Vladimir Cosma pour L'As des As, plus tard. La Grande Vadrouille, c'était donc... Alain Krugère me manque, parce qu'il lui saurait. Je suis en train de chercher. La Grande Vadrouille, Georges Auric, merci Georges Auric. Donc voilà, une très belle musique qui marchait aussi bien avec les choix le fameux choix bien sûr de Berlioz. Le choix de Berlioz le choix alors de cette musique-là, qui n'est pas le choix d'un compositeur, mais qui est le choix de la musique, en effet, de l'ouverture de Faust, vient du fait que nous voulions que le groupe de résistance soit dirigé par le diable. Et que, bien sûr, il y avait le diable dans cet opéra, et que donc c'est comme ça que voilà, il fallait Méphisto, et c'est comme ça que cette musique-là a été choisie. Et votre père choisissait les musiques avant de les intégrer dans le film ou pas, ou il laissait vraiment carte blanche aux compositeurs pour... Alors, la question... C'est quand même des thèmes très, très importants dans chaque film, enfin des musiques qui sont vraiment choisies pour chaque film. Alors là, vous posez une question cruciale pour tous les metteurs en scène, qui est la question de, effectivement, la musique qui va aller avec leurs images. Alors, à part quelques musiques qui sont forcément préenregistrées, par exemple la musique de la danse de Rabbi Jacob, qui devait évidemment être dansée sur le plateau pour le tournage, en général, c'est un moment très angoissant pour un metteur en scène, parce que son film est fini de tourner, il est en début de montage, quand il montre enfin ces images au musicien qu'il a choisi. Mais il l'a choisi parce qu'il aime sa musique, mais ça c'est très abstrait, il aime sa musique pour d'autres choses. Et là, il y a toujours ce moment qui est un moment de trac terrible pour tout le monde, pour le musicien et pour le metteur en scène, qui est qu'est-ce que ces images vont lui avoir inspiré, puisqu'en général on est chez lui ou dans un petit studio et il joue des thèmes sur les images. Et là, on décide si on aime, si on n'aime pas, si la musique éteint les images, si au contraire elle les transcende. Mais c'est un moment où en général le film est déjà tourné. Donc, mais c'est un moment terriblement angoissant, ça je peux vous le dire. Oui, parce que moi je trouve... Ouais, on va changer un peu de... Si vous permettez, une autre question. Oui, monsieur? Bonjour. J'ai cru comprendre que le rôle de Louis de Funès n'était pas prévu comme ça au départ, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a une évolution de son personnage Alors, c'est pas une évolution. Le rôle je répète un petit peu la question. Le rôle de Funès n'est... Et ton ouïe est plus fine que la mienne. Le rôle de Louis de Funès, c'est pas une évolution, c'est une crise, en fait. Le rôle de Funès est un très beau rôle. Il est à égalité avec Bourvil, ou du moins tout le monde le pense, tout le monde le croit. Et puis un jour, il y a un accident, un vrai accident, c'est un accident de voiture la nuit dans Rome, avec le fils d'un des techniciens qui a pris cette fameuse Jaguar verte et qui est parti dans la ville se rigoler avec des copains et qui a fichu la voiture dans un bec de gaz ou dans un arbre, je ne me souviens plus. Donc l'avant de la Jaguar est complètement foutu. Donc il n'y en a qu'une, elle est avec cette couleur particulière. Il faut donc une quinzaine de jours pour réparer la carrosserie.
Alors, dans ce cas-là, on fait ce qu'on peut, et donc on change le plan de travail qui était prévu sur cette Jaguar, dans laquelle se trouve Louis de Funès, puisque dans le film, ils sont pratiquement jamais ensemble. Et on rappelle Bourvil, qui devait partir probablement passer quelques jours de nouveau à Paris, puisque tout ça se passe à Naples. Et puis, on tourne tous sur l'Acadie. Quelques jours plus tard, de Funès et sa femme, qui se promènent dans les rues, puisque lui, il est un petit peu au repos pendant ce temps-là, croisent mon père dans la rue. Où vas-tu? Je vais voir les rushs. Et les rushs, à l'époque, ce sont des énormes bobines qui sont envoyées de l'Italie à Paris dans un laboratoire, puis renvoyées de nouveau pour visionner le travail qu'on a fait. On est vraiment dans une... Enfin, ça se faisait comme ça. Et donc, il y a un moment donné où on prend une journée entière pour voir le travail de toute une semaine. Ça dure 5-6 heures. De la même scène, des mêmes scènes avec différents angles, etc. Et donc, De Funès lui dit Barbara, est-ce que je peux venir? Oui, pourquoi pas. Donc, il emmène le couple. Et là, il s'assoit, De Funès et sa femme, pendant 5-6 heures, et il ne voit que Bourvil. Et donc, il sort de là, il est complètement désespéré, tout blanc, et chacun rentre à l'hôtel. Mon père sent qu'il y a un malaise, mais enfin il se dit que ça va s'arranger, et puis ça ne s'arrange pas du tout, et De Funès le convoque dans sa chambre le soir. Il avait passé plusieurs heures avec des crayons de couleur, il avait coché tous les dialogues de Bourvil, tous ses dialogues à lui, il y en avait moins, toutes les scènes, toutes les séquences, et il lui dit voilà, je vais être complètement bouffé, tu m'avais promis que c'était 50-50, que j'avais le même rôle, puisque c'est comme ça, la phrase est historique dans la famille, je ne jouerai plus. Alors, c'est une menace épouvantable, évidemment. Et là, mon père, au lieu de se braquer, l'envoyer se faire voir en disant « t'as une chance folle de faire ce film, c'est un rôle magnifique, etc. » En fait, il rentre dans sa chambre, il prend son scénario et il écrit 2 scènes supplémentaires pour Louis de Funès, qui sont des scènes muettes, qui sont la scène où il répare la voiture dans le sous-sol avec la musique de Rossini, musique encore de Rossini, donc ça, avec la musique de Rossini, qui est évidemment déjà sur le plateau choisi, et la fameuse scène dont on voit souvent les extraits, parce qu'on me les demande souvent, de la douche avec le culturiste qui lui fait du grain. Et ces 2 scènes sont formidables, et voilà. Et en fait, je pense que c'est De Funès qui avait raison, et mon père qui avait raison d'écouter. Monsieur. Oui. Les 3 voitures dans... Allez-y. Les 3 voitures dans le film, les couleurs différentes, c'est en référence à l'Italie? Je crois pas. Je crois que c'était juste un choix. Oui, c'est vrai qu'il y en a une rouge, une verte, une blanche. Je sais pas, c'est une bonne question. Je ne peux pas lui demander, malheureusement. Monsieur. J'ai pas une question à vous poser, mais une question, par Rabbi Jacob. La damnation de Faust, elle est jouée par qui? Comme disait De Funès, à chaque fois que je l'écoute par de différents orchestres, pour copier les répliques de votre père et de vous-même, je la trouve jamais assez orgueilleuse que lorsqu'on l'entend dans la bande vadrouille. C'est une histoire curieuse parce que... Répète ta question. La question étant la musique jouée dans la musique de Berlioz, donc jouée à l'opéra, c'est ça dont vous parlez? La Damnation. La Damnation, elle est jouée par un mélange curieux de musiciens, parce qu'en fait, il y a eu une grève des musiciens de l'opéra, ce qui arrive souvent. Et donc, tout à coup, au moment du tournage, il y a eu un moment de flottement un peu compliqué, et ils ont engagé différents musiciens de différents orchestres qui sont venus jouer avec certains musiciens de l'opéra qui étaient restés quand même, et avec des musiciens qui sont venus d'un peu partout. Donc ce mélange-là donne en effet un moment magnifique, et puis alors, pour parler de ça 2 secondes, un moment extrêmement émouvant pour Louis de Funès, qui était lui-même musicien, puisqu'il avait gagné sa vie en jouant dans des piano-bars dans sa jeunesse, et qui tout à coup s'est retrouvé quand même dans cet endroit mythique, avec ce costume incroyable, sa perruque blanche, et il a dirigé quand même, finalement il a dirigé les musiciens, même s'il a fait semblant, il les a dirigés quand même, et il a été applaudi à la fin de la prise.
Madame. Je vais tenter. En tant que jeune femme à l'époque et jeune scénariste, est-ce que vous étiez pleinement acceptée sur les plateaux auprès des techniciens comme auprès des acteurs, ou est-ce que vous étiez juste la fille d'eux et vous avez eu du temps à vous faire votre place en tant que femme et en tant que co-scénariste ou scénariste Daniel Thompson, fille de Gérard Leroux? Alors, acceptés sur les plateaux, les scénaristes ne sont pas très acceptés sur les plateaux. Hommes, femmes, filles d'eux, ou... Les scénaristes, en fait, contrairement à la grande tradition hollywoodienne où les scénaristes étaient censés être là pour réécrire sur le plateau, en France, les scénaristes ne sont en général pas sur les plateaux. Donc on vient, on est content de venir voir une scène tournée qu'on a écrite quelques mois auparavant, on est content de déjeuner avec tout le monde, on dérange un peu, on vous dit que vous êtes dans le champ, on marche sur des câbles, on est accepté vraiment sur un plateau quand on fait partie de l'équipe. Et je me suis sentie vraiment acceptée sur un plateau le jour où j'ai fait ma première mise en scène il y a 20 ans, de La Bûche, où tout à coup ça devenait mon plateau. Mais sinon, alors la question se posait beaucoup plus par rapport au noyau de scénaristes dans lesquels je suis rentrée au moment de La Grande Vadrouille, qui est un tout petit noyau, c'est-à-dire qu'il y a mon père et Marcel Julien, et puis moi qui arrive, qui suis absolument, mais alors totalement imposé par mon père, qui dit ma fille a sûrement du talent, enfin c'est ce qu'il pensait, et donc voilà, le producteur me fait un vrai contrat, je l'ai gardé parce que c'est un morceau d'anthologie dans ma vie, avec un petit peu d'argent, pas beaucoup, et je suis intégré, alors là, complètement dans ce trio. Par mon père, bien sûr, mais surtout par Marcel Julien, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, et qui, justement, parce que j'ai été accueillie, pas du tout comme la fille d'eux, mais comme voilà, une jeune scénariste qui pouvait apporter tout ce que je pouvais apporter. Et donc, j'ai eu une chance folle, puisque ces premiers films dans ma vie allaient être La Grande Vadrouille. À l'époque, c'était un scénario qu'on espérait pouvoir un jour égaler justement le Cornio. Mais j'ai été complètement acceptée tout de suite dans ce trio. Alors après, pour répondre à votre question, alors en tant que scénariste, il y a eu quand même pas mal d'années avant que le reste de la profession ne se dise que peut-être effectivement je pouvais être utilisée pour d'autres choses. Ça a pris du temps. Mais je pense que ça, c'est le lot de tout le monde, et j'ai été très privilégiée de pouvoir rentrer dans des aventures qui étaient des films qui se faisaient. Parce que souvent, on écrit des films qui ne se font jamais, et donc je ne me plains pas du tout. En haut, allez-y. Parmi les films qu'a réalisé votre père, quel est votre préféré? Oh là là, ça c'est vraiment difficile. C'est très très difficile. J'ai revu encore hier, ici, et puis le soir de nouveau, puisqu'il y a eu une projection des aventures de Rabbi Jacob dans la cour des Invalides hier soir. C'était très très beau. C'est vrai que quand je revois Rabbi Jacob, je suis très ébloui, mais quand je vois le travail sur le Cornio, je trouve déjà que c'est une mise en scène finalement très fluide, très efficace, très, très élégante. Je suis très, 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 très admirative de son travail en tant que metteur en scène. Donc si je dois absolument répondre à votre question, je dirais que c'est peut-être les aventures de Rabbi Jacob. Madame. Je m'excuse, mais là je ne vous entends pas du tout. Enlevez votre main juste le temps de la question, peut-être. Voilà. Et forcez un peu la voix. Le film avait connu un grand succès auprès du public à l'époque, mais est-ce qu'il a bien été accueilli aussi par la critique? Alors, est-ce que le film a été bien accueilli par la critique autant que par le public? Ah, bonne question. Oui, il a été quand même. Oui, il y a eu des mauvaises critiques. Enfin, il y en a toujours, mais il y a eu beaucoup de bonnes critiques aussi. Ça a été vraiment. Une grande harmonie. Alors bien entendu, il y a eu de mauvaises critiques, bien sûr, mais c'est vrai que la majorité des critiques ont été très 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 surprenantes justement pour une comédie qui était quand même qui reste toujours un petit peu un genre
C'est-à-dire que la majorité des critiques a quand même reconnu au moins le niveau d'ambition. C'est quelque chose qui s'est vu, quoi. Les mauvaises critiques, non. Mais bon, mais c'est vrai mais enfin, comme alors, la fameuse lettre de François Truffaut, qui est dans l'exposition, qu'il a envoyée à mon père, et qui cette phrase magnifique et toute simple, et qui résume bien cette situation, là. Le succès de votre film avec le public en rend la critique malaisée. Donc ça dit tout. Voilà. Oui, j'ai 50 ans. Quand j'étais enfant, j'ai vu tous ces films à la télé, donc dans les années 70 et 80. Et quand je les voyais, quand j'en discutais avec mes camarades à l'école, il y avait, on parlait mal de Funès, on parlait mal de ces films, on les critiquait. Et dans ma famille, c'était un peu la même chose. Avec mes enfants, j'ai redécouvert tous ces films. Et je me demande bien comment on peut dire ça aujourd'hui. Et je me demande ce qu'en pensaient tous ces gens qui ont fait ces films que je trouve merveilleux. Et je trouve, rétrospectivement, je trouve tous ces ragots, parce que pour moi c'en était, éminemment injustes. Et comment vivaient comment c'était vécu? Est-ce que c'est un souvenir d'enfance pour moi, ou est-ce que c'était une réalité? Est-ce qu'il y avait vraiment une critique abusive de ces films comiques? Est-ce que le comique c'était mauvais à cette époque-là? Alors, je pense que c'est toujours un petit peu vrai. Je pense qu'il y a une sorte de jugement. Je parlais de cette fameuse phrase de François Truffaut, qui est qu'il y a toujours ce côté cet étrange malaise entre l'immense succès populaire et la critique. Je pense que Frédéric peut parler de ça très bien aussi. Ce que je sais, bien sûr, puisque je l'ai vécu à travers mon père et à travers même d'ailleurs Louis de Funès lui-même, et d'une certaine manière moins Bourvil, parce que Bourvil avait aussi cette espèce de dualité. Il faisait des films avec Melville, il faisait des films avec... Enfin, oui. Mais enfin, il y a ou même un film d'ailleurs dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, qui est un film que j'ai revu à Lyon l'année dernière, puisqu'il y avait toute une rétrospective André Cayatte, qui s'appelle le Miroir à deux faces, dans lequel Bourvil a un rôle extrêmement dramatique et il est formidable, avec Michel Morgan, mis en scène par André Cayatte. Donc Bourvil échappait un petit peu à ça, mais mon père il a un petit peu échappé aussi, parce que il y a quand même eu une assez jolie reconnaissance de son travail, pas complètement, bien sûr. Il a vécu ce dont vous parlez aussi, c'est-à-dire une forme de mépris de la critique et d'un certain public plus intellectuel et plus raffiné. Mais enfin, l'adhésion du public était tellement énorme que ça a rendu très heureux, et ça n'a même pas gâché le bonheur de ses succès. Mais Louis de Funès, lui, a beaucoup souffert de ce dont vous parlez, parce que dans tout l'ensemble de ces films qu'on revoit évidemment, qu'on revoit ici, je crois, aussi, parce que Louis en plus, il a été un petit peu victime de son passé difficile, et du coup il a commencé à faire beaucoup de films, et à accepter un petit peu des choses très intéressantes, des choses moins intéressantes, des films de grande qualité et des films de moins de qualité. Donc tout ça a été noyé un peu dans une sorte effectivement de mépris des clowns qu'il était devenu, et avec en fait, j'en parle avec au contraire toutes les étoiles qui peuvent pour moi entourer ce mot. Mais ce malaise, il a toujours existé. Je pense qu'il existe encore, et que je pense que le temps, bien sûr, fait que maintenant, on est ici. Oui, donc, et puis, pour répondre à monsieur, vous avez vu l'exposition, monsieur? Oui. Ouais. Ce qu'on a essayé de montrer dans l'exposition, et qui est intéressant sur le côté de Funès, le clown et la critique, quoi, c'est qu'en fait, il était repéré, on disait du bien de lui,
quand il faisait son numéro de figurant qui essaye de se faire remarquer dans plutôt une palanquée de très mauvais films quand même. C'est-à-dire que même les cahiers du cinéma, avec Alain Kruger, on a rigolé en retrouvant les citations, avaient repéré De Funès. C'est-à-dire il disait, à lui, il a quelque chose alors que le film n'est pas bon. Et en revanche, ce qui a dû beaucoup le blesser, c'est que pendant cette année 1965, quand il devient le champion, le numéro 1 du rire, le champion du box-office, là forcément il devient une cible. Et ça, je pense qu'il s'y attendait pas. Et donc à partir de 1965, on se met à aller voir un De Funès, comme on allait voir un Delon, comme on allait voir un Belmondo. C'était quand même le système français des grandes vedettes, hein. C'était pas le cinéaste qui passait en premier, on allait vraiment voir l'acteur. Donc quand on se met à aller voir un De Funès, là effectivement il commence à se faire un peu démolir et il le vit très très mal puisque il dit qu'il arrachait les dernières pages des journaux où traditionnellement il y a les critiques d'art et spectacle pour ne pas avoir à les lire. Il y a la fameuse anecdote que j'ai racontée hier, bougez-vous les oreilles ceux qui étaient là hier, mais donc alors là on est presque 10 ans plus tard puisqu'on est en 73 au moment du tournage de Rabbi Jacob, où la fameuse scène dite de la scène des grimaces à la station-service, où il y a eu donc un grand clash entre lui et mon père, qui était très rare entre eux, parce que contrairement à beaucoup d'autres metteurs en scène avec lesquels Louis avait quand même très souvent des problèmes de complicité qui ne fonctionnaient pas, avec mon père c'était formidable. Mais là, donc il est arrivé ce matin-là sur le plateau, donc on est dans la station-service, il y a toutes les caravanes, il y a tout le tournage tout près, et on l'appelle, on lui dit il faut que tu viennes, Gérard, voir Louis, il y a un problème. Donc il va voir dans sa caravane, et Louis est là, il est braqué, il s'est recroquevillé sur lui-même, et il lui dit je ne veux pas tourner cette scène de grimace. Et pourquoi? Cette scène de grimace, elle est très importante. Dans l'histoire, le film ne marche plus s'il n'y a pas ça pour attirer l'attention, évidemment, des fameux CRS, dont le fameux CRS avec le poireau. Donc, CRS, pas des CRS, les anges de la route, comme on disait à l'époque. Et donc voilà, et le matin, il avait en effet lu une ou deux critiques d'un film qui était sorti la veille, où on disait, et de nouveau De Funès grimaçant, et de nouveau De Funès avec ses grimaces. Et ça l'a tellement blessé, ça l'a tellement ulcéré, qu'il a dit, je ne veux plus faire de grimaces, c'est terminé, je ne ferai plus de grimaces. Sauf que là, c'était des grimaces scénarisées d'une manière extrêmement importante, et donc il fallait qu'il les fasse. Et, bon, ça a arrêté le tournage pendant 2-3 heures. Ça a été très 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 long pour le convaincre, et pour remettre cette machine en route, parce que comme le disait toujours mon père, les acteurs sont très fragiles. Mon père disait, les acteurs c'est comme du papier de soie, il ne faut pas les froisser, sinon on n'arrive plus jamais à les retrouver comme avant. Et donc, voilà, donc il a été froissé, et il a été blessé, et ça venait de ce dont vous parlez. Et ceci dit, et c'est intéressant aussi, après je vous donne la parole, monsieur, c'est qu'on voit bien, y compris à cette rétrospective à la Cinémathèque, que c'est les films avec Gérard Houry qui attirent le plus de monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret non plus. Cette rencontre artistique-là, entre Louis de Funès et Gérard Houry, elle a été très importante pour les deux. Et si je me permets de faire le critique 5 secondes et de le dire d'une phrase, eh bien ces films-là sont meilleurs que les autres. On peut le dire aussi, et ça explique à quel point ils sont longs en bouche, comme on dit, et ils durent jusqu'à aujourd'hui. Et les gens viennent plus les voir que les autres en plus. Et c'est parce que les mots que tu as utilisés, c'est une rencontre artistique. Ce n'est pas une rencontre pour faire un coup, pour faire un film qui va forcément marcher, pour se dire, de toute façon, du moment qu'il y a De Funès, c'est bon, les gens viendront, parce que c'est un petit peu ça, ce qui s'est passé avec beaucoup d'autres films, puisque c'est vrai qu'il était un attrait populaire énorme, et que bon, ça, de temps en temps, il y avait des choses un peu bâclées et un peu moins réussies. Mais c'est vrai que c'était une rencontre artistique entre ces trois hommes, et puis ensuite entre ces deux hommes. Et ça n'a jamais été une démarche en se disant voilà, on va faire un film vite fait pour gagner de l'argent, ce qui n'est jamais la bonne motivation. Il y avait un travail monumental qui était fait. On mettait des mois pour écrire ces scénarios. On se disait on ne veut pas de date, on veut pas si c'est bien on le fera, si c'est pas bien on le fera pas. Enfin, je veux dire,
il y avait aussi une liberté qui était la liberté du succès, qui était le fait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. De ce point de vue-là, toute la séquence là, qu'on a vue tout à l'heure à Tivoli, à la Villa d'Est, d'abord, la Villa d'Est et Tivoli, c'est très beau, ça c'est sûr, c'était une très bonne idée d'aller y tourner une scène de poursuite là, mais par exemple la scène de l'arbre, dans le tronc de l'arbre où ils entrent l'un après l'autre, etc. Mais quel niveau d'ambition, quoi, parce que c'est du non-sens, enfin, c'est des niveaux de comique qui coexistent, et on voit bien qu'ils s'interdisent rien, quoi, ils mettent la barre haut. Oui, ils se permettent des petits moments de surréalisme, comme ça, qui sont glissés dans les films, et qui sont un petit peu une rupture de ton, d'ailleurs, avec les films qui sont quand même très réalistes, en fait. Mais c'est vrai, on parlait aussi de ça hier, il y a des choses comme ça qui sont complètement folles, l'histoire de la perruque avec les coups qui se donnent sur la tête dans la grande vadrouille, des choses comme ça qui sont complètement surréalistes et qui sont et qui marchent très bien bizarrement au niveau du comique. C'est ça qui est très... Moi ça m'étonne toujours parce que les gens rient à quelque chose qui est complètement à côté de l'humour de... Oui, là il y a le tronc d'arbre et la statue. Oui. Dans la même séquence où c'est vraiment très très drôle et c'est très gonflé. Comme la scène du garage, la première, pas la seconde, quand Bourvil dit à quelqu'un et que De Funès répond il n'y a personne, bon ben voilà, on va tous éclater de rire. Ça marche toujours. Enfin, il y avait une question tout au fond. Oui? Allez-y, allez-y. Moi, je voudrais poser une question sur la direction d'acteur de votre père par rapport à ces deux monstres. Est-ce que vous-même, vous pensez qu'il les a dirigés un peu ou il les a juste appréciés? Et particulièrement dans la scène de Bourvil, quand il vire et qu'il fait semblant d'être un grand bandit, très méchant, pour dire qu'il n'y a rien dans la Cadillac et que tout est dans la Rolls-Royce. Cette idée de descendre la voie pour avoir l'air plus méchant, tout ça, est-ce que c'est juste Bourvil qui l'a trouvé ou est-ce que c'est votre père qui lui a proposé? Est-ce qu'il y avait juste une direction d'acteur juste par amour de ces deux acteurs ou une direction d'acteur précise? Oui, c'est une direction d'acteur. Et donc il résume la question. Alors je résume, est-ce que, en particulier sur la scène où Bourvil change de rôle et il devient comme ça, il joue les méchants, est-ce que se revif. Cornio se revif, est-ce que c'est une idée de votre père ou est-ce que il joue le gangster, ouais. Ou est-ce que ça vient de l'acteur? Non, c'est en général la direction de ces acteurs-là en particulier. Alors, c'est écrit, c'est-à-dire c'est écrit que tout à coup c'est une parodie finalement de la manière dont parlaient les voyous de l'époque, parce qu'en fait, c'est déjà quand on voit ça aujourd'hui. Ou les séries noires ça a l'air un françaises. petit peu démodé, mais enfin c'est comme ça tout à coup le côté parigot voilà, des livres de Le Breton, enfin, de toute une époque, et ça c'est écrit qu'il a joué ça. Alors après, la manière dont il le joue, ça fait partie de l'interprétation et ça fait partie effectivement de leur travail en commun. Alors maintenant, comment ça s'est passé sur le plateau? Je n'étais pas ce jour-là, mais je pense qu'il y a eu quelques prises. Pour revenir à votre question, le grand problème qui d'ailleurs a très peu eu lieu sur le Cornio, mais qui a eu beaucoup lieu bien sûr sur la Grande Vadrouille, c'est que Bourvil était tout de suite formidable et se fatiguait au fur et à mesure des prises, alors que De Funès c'était le contraire. Il commençait tout doucement et il s'échauffait et il devenait génial au bout de beaucoup de prises. Donc quand les deux acteurs n'étaient pas ensemble, ce qui est le cas du Cornio, ils sont presque jamais ensemble, ça pose pas de problème, mais quand ils jouent ensemble, c'était un petit peu plus compliqué pour mon père. Donc la direction d'acteur aussi, elle venait du fait que par exemple pour De Funès, il savait que une prise, deux prises, trois prises, quatre prises, c'était bien, mais que 5, 6, 7, ça allait peut-être mieux, et que 8, 9, 10, 11, 12, il allait peut-être avoir tout à coup quelque chose de magique sur la pellicule. Et c'est ce qu'on retrouve là, c'est ce qu'on retrouve dans tous leurs films. Les moments magiques, ils sont dans les films, et c'est souvent énormément de prises avec, oui, une direction d'acteur, une demande, voilà, une suggestion d'aller plus loin, enfin la manière dont il dirigeait ses acteurs qui était très délicate parce qu'il était acteur lui-même et que, comme je disais tout à l'heure, il connaissait la fragilité. À un moment donné, ça peut casser, ça peut fatiguer, donc, mais la direction d'acteur, elle existait beaucoup, bien
sûr, cette complicité, elle est là, elle est dans la direction d'acteur. Elle n'est pas genre, vous êtes des bons acteurs, faites ce que vous voulez. C'est un petit peu ce que raconte Woody Allen, dont je viens de lire le livre, et qui parle beaucoup de la manière dont il dirige les acteurs, c'est qu'il ne les dirige pas, en fait. Et ça marche aussi très bien. Donc il dit, je prends des acteurs formidables, et puis finalement, je les laisse faire. Bon, ce qui est, à mon avis, pas complètement vrai. Mais mon père, oui, il dirigeait les acteurs. Allez, une dernière, allez-y. Quelles sont les influences de Gérard Loury qu'on peut retrouver dans ses films? Alors ça aussi, on en parlait hier. C'était un petit garçon qui allait au cinéma plusieurs fois par semaine dans son enfance, ce qui n'était pas le cas des enfants de l'époque, puisqu'on est dans les années 30 et 40, et qui est imprégné de cinéma américain, imprégné de comédies et des films comiques américains, et bien sûr Chaplin, bien sûr W.C. Fields, bien sûr Laurel et Hardy, peut-être le plus grand de tous, Buster Keaton. Enfin, peut-être, je dis ça, je ne veux pas dire le plus grand de tous, mais enfin Buster Keaton. Et ce sont des gens qui l'ont nourri depuis l'enfance, aussi bien d'ailleurs les grands films de gangsters de l'époque, avec James Cagney, toute cette époque des films noirs, qui ont nourri l'imaginaire de cet enfant et qui ont, à mon avis, qui lui ont donné envie d'ailleurs lui-même de devenir comédien, de rentrer au conservatoire et de devenir comédien. Et puis ensuite, voilà, la vie a changé et est devenue autre chose. Mais oui, il a été habité par ces influences-là. Très bien, et bien Daniel, merci infiniment d'être venu nous voir une fois de plus, un immense. Voilà, pour présenter, pour parler après le Corbeau, film éternel. Merci beaucoup de votre et merci beaucoup à vous.